Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce petit diaporama pour essayer de vous simplifier au mieux la pharmacologie des antibiotiques, les éléments qui me paraissent intéressants à connaître pour qu'on puisse les utiliser de manière optimale, dans l'intérêt bien sûr des malades. Les antibiotiques, vous savez, c'est des médicaments qui agissent sur les bactéries. Ils agissent de manière spécifique, de manière bien tolérée le plus souvent. Je n'irai pas jusqu'à vous parler des modes d'action, comment fonctionnent les antibiotiques, puisque cela dépend de chaque antibiotique. Il y a des cibles au niveau de la bactérie qui diffèrent d'une molécule à l'autre, d'un germe à l'autre. Et ce n'est pas le côté qui nous intéresse. Lorsqu'on fait de la pharmaco, vous le savez, il y a deux aspects, la pharmacodynamie et la pharmacocinétique. Et je vous rappelle que la pharmacodynamie, c'est l'action de la molécule. Dans le cas particulier ici, l'action de l'antibiotique sur la bactérie, tandis que la pharmacocinétique va concerner l'action de l'organisme sur le devenir de la molécule, comme vous le savez parfaitement bien, j'en suis sûr. Voyons d'abord le problème de l'action des antibiotiques, donc de la pharmacodynamie. Je vous parlerai des caractéristiques générales. Les antibiotiques peuvent avoir deux types d'actions. Soit ils inhibent la croissance des bactéries, et dans ce cas-là, on va dire que ce sont des antibiotiques bactériostatiques, l'organisme se chargeant d'éliminer les germes qui sont incapables de se multiplier. Soit les antibiotiques sont bactéricides, ils tuent les bactéries qui sont concernées dans l'infection causale. Pour définir cette activité antibactérienne, on utilise deux acronymes, ce qu'on appelle la CMI 90 et la CMB. La CMI 90, c'est la concentration minima inhibitrice, c'est-à-dire la concentration qui permet d'inhiber la croissance bactérienne de 90% d'une souche. C'est donc la première caractéristique. Et la CMB, c'est la concentration minima qu'il faut obtenir pour détruire plus de 99,99% dans un inoculum bactérien standard. Lorsqu'on fait un prélèvement de bactériaux qu'on envoie au laboratoire, les bactériologistes étudient la souche, déterminent son type et vont mesurer la CMI ou la CMB vis-à-vis de tel ou tel antibiotique. La CMI en particulier va nous permettre de classer les souches en souches sensibles, comme vous le savez, intermédiaires ou résistantes, et pour tel ou tel antibiotique, sachant que le laboratoire étudie cela en fonction de la concentration plasmatique qui est usuellement obtenue dans l'utilisation clinique de ces antibiotiques. Donc la CMI permet donc de classer les antibiotiques et de savoir si celui-ci a une probabilité importante ou non d'être efficace. Vous savez qu'il existe de très nombreuses familles d'antibiotiques, ce n'est pas du tout l'objet du topo de ce jour.
Vous savez qu'il existe des bêta-lactamines qui comprennent les pénicillines, etc., etc., des quinolones, des aminosides, des glycopeptides, etc. Pour chaque souche isolée, le laboratoire va tester la CMI, voire sur les normes de la CMB, vis-à-vis de toutes ces familles d'antibiotiques. Et va déterminer ce qu'on appelle un spectre d'activité. Chaque famille est caractérisée par un spectre connu par le laboratoire, avec des résistances naturelles, comme par exemple la péniche G ne marche pas bien sur le staph, on le sait, c'est une résistance naturelle. Par contre, le laboratoire va nous permettre de détecter les résistances acquises par la bactérie vis-à-vis de tel ou tel antibiotique, donc nous guider sur le choix de l'antibiotique à utiliser dans la situation que l'on est en train de rencontrer ou que l'on a le plus de probabilité de rencontrer si on parle par exemple d'antibioprophylaxie, sujet dont on reviendra plus tard. Ce que je voudrais que vous sachiez, que vous preniez connaissance, c'est le mode d'activité des antibactériens, des antibiotiques. Tout d'abord, la cinétique de destruction des germes, de bactéricidie. On a deux grands groupes d'antibiotiques. Des antibiotiques qui agissent rapidement, qui sont donc intéressants à utiliser lorsque la situation clinique est grave, tendue, délicate. Et dans ce cas-là, le choix va se porter sur ce qu'on appelle des antibiotiques dose dépendants, on y reviendra. Ou alors, la cinétique est plus lente, si on a affaire à ce qu'on appelle des antibiotiques temps dépendants, qu'on peut utiliser en association avec les premiers si l'association elle est extrêmement tendue, ou seul si la situation est moins crispée. Un tout petit peu de pharmacocinétique générale. Ici, on injecte un antibiotique et on regarde l'évolution de la concentration plasmatique de l'antibiotique en fonction du temps. Après l'injection, on obtient un pic de l'antibiothérapie, le pic de l'antibiotique, puis progressivement, la concentration diminue jusqu'à revenir vers zéro. Évidemment, chaque courbe est différente suivant le patient et surtout suivant l'antibiotique concerné. Évidemment, on s'arrange toujours pour que la tolérance, le pic, soit inférieur à la tolérance généralement connue de l'antibiotique. La partie hachurée sous la courbe s'appelle l'air sous la courbe, et on y reviendra. Et c'est intéressant de noter que cette partie hachurée s'appelle l'air sous la courbe. Ici, on a représenté en pointillé la CMI, c'est-à-dire la concentration minima inhibitrice qui empêche la croissance des germes. Je vous ai dit, il y a deux types d'antibiotiques. Les antibiotiques dose dépendants et les antibiotiques temps dépendants. Pour les antibiotiques dose dépendants, l'élément le plus important qui va intervenir, ça va être le rapport entre la concentration du pic et la CMI. C'est-à-dire que pour ces antibiotiques, on a intérêt à avoir un pic très élevé pour avoir le maximum d'efficacité et que cette efficacité soit le plus rapide possible. Donc ça, c'est les antibiotiques dose dépendants.
Donc retenez bien que l'élément important, c'est le rapport Cmax sur Cmi. Deuxième type d'antibiotiques, les antibiotiques temps dépendants. Leur action, cette fois-ci, ne dépend plus du pic, mais du temps avec lequel la molécule, excusez-moi, c'est le temps au-dessus de la CMI. Quelle est la concentration plasmatique de cet antibiotique qui est située au-dessus de la CMI et durant combien de temps? Donc ici, pour cet antibiotique temps dépendant, on a intérêt non pas à avoir un pic élevé, mais ici, le temps au-dessus de la SMI qui soit le plus long possible pour avoir la meilleure action des antibiotiques temps dépendants. On verra que cela a une importance dans le mode d'administration des antibiotiques. Enfin, il y a des antibiotiques entre les guillemets intermédiaires qui, eux, sont dépendants de ce qu'on appelle l'air sous la courbe au-dessus de la CI. Vous vous souvenez tout à l'heure la partie hachurée de l'air sous la courbe. Ici, ce qui intéresse, c'est la surface de cette courbe ici, qui est située au-dessus de la fameuse CMI. Plus cette surface est importante, mieux l'antibiotique fonctionnera, a des chances de fonctionner. Donc on peut jouer pour ce genre d'antibiotique en ayant une concentration maxima importante, mais aussi on peut aussi jouer sur le mode d'administration qu'on essaie d'étaler un petit peu dans le temps. Par exemple, en 4 heures pour certains antibiotiques. Le mode d'activité va permettre de déterminer ce qu'on appelle aussi l'effet post-antibiotique. L'effet post-antibiotique, c'est le fait qu'il n'y a pas de recroissance bactérienne alors que la concentration plasmatique a diminué et se retrouve sous la CMI. Et donc, en théorie, il y a dans cette situation absence de repousse bactérienne durant un certain temps, bien que l'on soit en dessous de la concentration minima inhibitrice. Cet effet post-antibiotique ne concerne que les antibiotiques dose dépendants et est d'autant plus important que la dose, que le pic est élevé, et donc c'est l'importance bien sûr de la dose administrée. Donc retenez bien l'effet post-antibiotique, pas de recroissance bactérienne, alors qu'il y a quasiment plus d'antibiotiques dans le plasma du patient. Ça va permettre d'administrer l'antibiotique, par exemple en monodose, une fois par jour, pour certains antibiotiques. Deuxième élément à connaître, ce qu'on appelle la résistance adaptative. Toujours pour les antibiotiques dose dépendants. Si cette dose, en particulier la première dose, n'est pas suffisante, les bactéries vont tout de suite mettre en œuvre un mécanisme de résistance qui va se traduire par une élévation de la CMI. Donc, si on rate le pic, le premier pic, on ne peut pas le rattraper en refaisant une injection parce que la CMI a déjà eu le temps d'augmenter entre deux. Donc, c'est très important donc, de connaître cela, et donc ça incite aussi, ça nous montre l'importance de la première dose pour les antibiotiques dose dépendants. Donc ici simplement des exemples
antibiotiques, vous n'avez pas à retenir pour vous montrer qu'il y a des antibiotiques que vous connaissez, genre les céphalosporines, qui sont des antibiotiques temps dépendants, genre la vancomycine, qui est temps dépendant, des antibiotiques que vous connaissez, les aminosides, l'amiclin, la gentamicine, qui sont des antibiotiques dose dépendants, mais aussi par exemple les imidazolés, c'est-à-dire le flagile par exemple, ou le tibéral, qui sont des antibiotiques dose dépendants. Notez que les fluoroquinolones sont un petit peu entre les deux, elles sont un petit peu dose dépendants, mais aussi dépendent de l'air sur la courbe au-dessus de la CMI, alors que d'autres, par exemple, sont carrément de type intermédiaire. Je vous le répète, ce genre de tableau n'est pas à connaître, simplement pour vous expliquer que tel ou tel antibiotique, on préférera l'utiliser, l'administrer de telle ou telle manière. Un petit peu de pharmacocinétique. Vous savez que la pharmacocinétique, ça concerne l'absorption des médicaments, c'est-à-dire si on le met par voie orale, quelle est la quantité qui va pénétrer dans le tube digestif intact, quelle est la quantité qui va être absorbée, quelle va être sa distribution dans l'organisme, et ensuite quelle va être son élimination. Je ne m'intéresserai pas à toutes les étapes de la pharmacocinétique pour les antibiotiques, uniquement pour vous parler des points qui me paraissent utiles à connaître pour vous. D'autant plus que cette pharmacocinétique, elle est propre à chaque antibiotique. Donc vous comprenez bien que je ne vais pas vous faire un topo sur tous les antibiotiques et connaître la pharmacocinétique de tout ceci. Néanmoins, il y a une chose importante qu'il faut savoir, c'est le volume de distribution. Un antibiotique qui est injecté va donc se diluer dans le plasma du patient et la concentration obtenue à la fin de l'injection sera dépendante du volume de distribution. Si vous diluez 1 gramme d'amicacine dans 3 litres, vous n'obtiendrez pas la même concentration que si vous diluez 1 gramme d'amicacine dans 5 litres de plasma. Alors, le volume de distribution, ça permet d'estimer un petit peu le devenir à l'intérieur, mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il y a des situations où ce volume de distribution est extrêmement modifié par rapport à un patient lambda. C'est en particulier les patients de réanimation, c'est les patients qui font l'objet de remplissage, parce qu'ils saignent, parce qu'ils sont hypovolémiques et qu'on essaie de corriger, parce qu'ils sont septiques, les patients édémateux, etc. Et par exemple, il faut savoir qu'un patient qui est en insuffisance rénale, même anurique, a un volume de distribution qui est augmenté. Donc attention à la première dose, parce qu'il faudra tenir compte aussi de ce volume de distribution et essayer de au moins savoir s'il est augmenté ou normal. Je ne ferai pas molécule pour molécule le mode d'élimination, la demi-vie plasmatique, si c'est éliminé par voie métabolique, par le rein ou par le foie, suivant si c'est une molécule hydrosoluble, liposoluble ou autre. Cela nous emmènerait beaucoup trop loin. Sachez cependant que seule la forme d'antibiotique libre, c'est-à-dire qui n'est pas couplée à une protéine, une molécule d'albumine par exemple, a la possibilité de pouvoir traverser les membranes subimperméables, et seule cette forme libre est la forme active. Et donc, il y a donc une influence, évidemment, de la concentration en albumine sur l'action des antibiotiques.
Pour un médecin, le choix des antibiotiques va dépendre du germe connu ou présumé dans la situation clinique, va dépendre du site de l'infection. Ce n'est pas la même chose de traiter une méningite dont on sait que la barrière hémato-encéphalique pose un problème de diffusion pour certains antibiotiques que de traiter une pneumonie. Va dépendre bien sûr de la gravité et va dépendre bien sûr du terrain. De la même façon, le mode d'administration va dépendre de cette situation clinique, de la gravité et de la molécule qui va être choisie. En gros, on peut soit faire une administration discontinue, soit une administration continue. Soit il s'agit de perfusettes, de stapes intermittentes. Par exemple, pour la tazocilline, le choix se fait du fait des caractéristiques de pharmacocinétique sur des sapes de 4 heures qu'on renouvelle par exemple toutes les 6 heures, pour vous donner un exemple. Je vous rappelle que lorsqu'on fait une administration continue, il y a 2 éléments très importants qu'il ne va pas falloir oublier. C'est qu'il ne faut jamais oublier de faire une dose de charge, parce que sinon on va pouvoir rencontrer un volume de distribution augmenté. Une résistance adaptive peut se créer. Donc c'est un élément extrêmement important donc pour cette dose de charge à faire avant de mettre en place donc une SAP continue sur 24 heures par exemple. Et d'autre part, il ne faut jamais oublier que d'une molécule à l'autre, sa stabilité dans la seringue autopulsée ou dans la perfusette varie. Donc cela peut amener à modifier la durée de la perfusette ou de la SAP par exemple, ou l'importance ou pas de la dilution de la molécule dans la soluté, dans la préparation à injecter. Donc ça varie d'une molécule à l'autre et je vous invite à voir les guidelines qui sont en général connus, donc par exemple dans les services de réanimation ou même dans les services cliniques, pour bien utiliser les antibiotiques et bien faire attention, en particulier à ce problème de stabilité si on utilise des antibiotiques de manière continue. C'est un élément non négligeable. Et n'oubliez pas les doses de charge, en particulier pour les antibiotiques dose dépendants. Tout traitement fera de la part de l'équipe médicale d'une réévaluation au bout de 48-72 heures. C'est une règle de bonne pratique pour vérifier l'efficacité, la tolérance, la bonne administration, certes, mais surtout pour pouvoir déterminer quelle durée du traitement est optimale dans la situation clinique que l'on rencontre, et cela peut varier d'un patient à l'autre, d'un type d'infection à l'autre, et donc ça doit être adapté au cas par cas. Mais il faut penser à réévaluer donc le traitement qui a été mis en place. Je m'arrêterai là, je n'irai pas beaucoup plus loin. Je ne voulais surtout pas vous bourrer trop le crâne avec tous ces problèmes d'antibiotiques. Je voudrais que vous reteniez les notions importantes qui sont les antibiotiques dose dépendants, l'importance de la première dose pour éviter des phénomènes de résistance, pour éviter des phénomènes de sous-dosage, l'importance de la stabilité des molécules si on utilise des modes d'administration continue. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite bon courage et on utilisera ces bases pour parler de l'antibioprophylaxie lors d'un prochain diaporama
Merci. À la prochaine fois.